Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Me voilà de retour avec la deuxième capsule sur le théâtre classique, deuxième année, S3. Donc on va essayer d'aujourd'hui de voir un petit peu euh, l'histoire dans le détail, surtout acte 1 et acte 2. Vous allez voir deux scènes qui sont souvent posées dans l'examen. Et il va falloir vraiment écouter s'il vous plaît, parce que c'est comme ça que j'aimerais bien que vous procédez avec moi. Écoutez d'abord, essayez de comprendre l'acte 1, qu'est-ce qu'il y a. Comme ça, quelle que soit la scène qui est posée, vous allez avoir quelque chose à dire. Je répète, essayez de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a dans l'acte 1 et dans l'acte 2 en général. Comme ça, quelle que soit la scène qui est posée dans l'examen, vous serez capable de répondre, vous serez capable d'écrire quelque chose. Parce que déjà, vous savez de quoi il en retourne par rapport à l'acte 1 et l'acte 2. D'accord? Donc, je vous ai expliqué dans la première capsule en général l'histoire pour que vous soyez quand même un petit peu au courant dans les détails par rapport à ce qui va se passer. Comme ça va être facile pour moi maintenant de aborder l'acte 1 et l'acte 2. Allez, on y va sans plus tarder. Donc, je vous ai mis ici un petit peu un semblant d'introduction. Donc, je vous le laisse. Ça, c'est juste entre parenthèses au cas où vous ne savez pas comment écrire, comment aborder. Le texte est un extrait de l'acte patati patata. Scène ceci d'une pièce de théâtre intitulée Phèdre. C'est une pièce théâtrale de Jean Racine, dramaturge français du XVIIe siècle, un XVIIe siècle où régnait le courant classique et ainsi de suite, tout lié à ça. Donc ça, c'est une petite introduction avant d'attaquer, s'il s'agit d'un commentaire composé, avant d'attaquer la problématique et par la suite les axes de réflexion. Donc ce sont un petit paragraphe que vous mettez avant de dire, par exemple, nous allons voir dans cet extrait en quoi ou bien comment Racine essaie de mettre ceci ou cela. Et pour cela, nous allons aborder en premier lieu la relation entre, par exemple, Phèdre et Hippolyte, ou bien l'aveu de Phèdre, tout ce qui suit après. Mais ça, c'est juste entre parenthèses ce que je vous ai mis. On va voir un petit peu les commentaires composés à l'intérieur de la vidéo. Alors, l'acte 1. L'acte 1, medias res, on peut dire que c'est une pièce théâtrale qui commence en medias res. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, medias res, ça veut dire dès les premières scènes, vous êtes vite fait au courant de ce qui va se passer dans l'histoire, des protagonistes, ça veut dire les personnes les plus importantes, et vous avez quand même une idée de l'histoire. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à l'acte 2 pour qu'il y ait un problème, pour que vous sachiez de quoi il en retourne et tout ça. L'acte 1 déjà est très 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 riche. Donc déjà vous êtes plein dans la pièce. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent c'est un acte en medias res, ça veut dire la scène d'exposition qu'on vous expose. Dans la première scène ou bien la deuxième scène, vous savez un petit peu de quoi il en retourne. Allez, donc on va voir la scène 1. La scène 1, bien, Hippolyte, c'est un protagoniste, donc c'est quand même quelqu'un d'important. Il annonce à Théramène qu'il est amoureux de Aricie et qu'il part aussi à la recherche. Donc ça, c'est la scène 1. Il parle un petit peu de son amour pour Aricie. Regardez, d'entrée, on sait que ce Hippolyte-là, qui est un personnage très important dans l'histoire, puisque c'est de lui que va tomber amoureuse Phèdre, il annonce déjà que lui, il est amoureux de Aricie. Donc déjà là, vous savez que cette histoire de Phèdre, il y a un petit schmilblick, il y a un petit problème. Comment ça, lui, normalement, Phèdre est amoureuse de lui, et lui, déjà dans l'acte 1, dans la scène 1, on nous annonce qu'il est amoureux d'une certaine autre jeune fille qui s'appelle Aricie. Mais qu'il part aussi à la recherche de son père parce que, soi-disant, qu'il a disparu, qu'il est que son père est peut-être mort. Donc, vous remarquez quels sont les sujets dans la scène 1. Donc, il y a de l'amour pour ce qu'il y a avec Aricie. Il y a aussi cette empathie pour le père, ce souci du père parce il est absent, donc on ne sait pas ce qui se passe. Pardon, et on commence à se poser la question sur la responsabilité de Phèdre dans tout ça. Comment ça se fait que lui, il est amoureux de Phèdre, son papa et donc le mari de Phèdre est important. Il est où cette responsabilité? Est-ce qu'il n'y a pas par hasard la responsabilité de Phèdre dans tout ça? Voilà pour les sujets concernant l'acte 2. La scène 2, c'est Onon. Onon, c'est la servante. C'est une confidente. Ça veut dire que Phèdre se confie souvent à cette dame-là. Donc, elle vient annoncer, comme quoi, qu'il y a un état inquiétant de Phèdre.
Donc regardez encore là, c'est très très important, c'est très intéressant ce qu'ils mettent en place. C'est que normalement, vous savez que Phèdre est amoureuse de Hippolyte. Mais quand un homme rentre et annonce que Phèdre est dans un état inquiétant, Monsieur Hippolyte est complètement indifférent. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien quelque chose qui... oui, quelque chose qui ne va pas. Parce qu'elle est censée être amoureuse de lui. Donc vous supposez que ça va être de même pour lui. Mais lui, il est complètement déconnecté de cette réalité. Presque, on peut dire qu'il s'en fout. Dans un état inquiétant ou pas. Donc ça veut dire que ça lui importe peu Hippolyte. Parce que lui, il est soucieux beaucoup plus de sa petite Aricie. Donc le sujet ici, c'est que vous remarquez dans cette scène-là que quand même il y a une relation très forte entre Onon et Phèdre, d'accord? Mais que aussi Hippolyte, il est quand même loin de Phèdre, comme je vous ai dit, permettez-moi l'expression tout à l'heure, qu'il s'en fout pratiquement. Donc c'est ça les sujets qui reviennent dans l'acte 2. Si dans l'acte 1, on montre l'amour de Hippolyte pour Aricie, et ici, au contraire, dans cette scène-là, on montre que Hippolyte est vraiment loin et qu'il ne s'inquiète pas pour Phèdre. La scène 3, je vous la détaillerai dans un slide après parce qu'elle est très très importante et souvent vous trouvez souvent les commentaires composés sur cette scène-là parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Il y a un monologue, une tirade de Phèdre, donc on va la laisser pour la suite. Passons à la scène 4. La scène 4, c'est Phèdre et Onon qui apprend par Ranopé la mort de Thésée en présence, bien sûr, de Onon. Donc, comment ça se passe ici? Là, on apprend carrément la mort de Phèdre, la mort du mari de Phèdre, à savoir Thésée. Donc, on commence à se poser des questions et à se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette mort, ou bien qu'est-ce qui a manipulé peut-être cette mort. Il y a plein d'idées qui nous traversent l'esprit par rapport à cette soi-disant mort. Donc, vous allez dire, il y en a qui peuvent être dans la joie parce que Phèdre est dans la joie, puisque voilà, hop, son mari est mort, elle est tranquille, elle peut aimer qui elle veut. Donc, il y a une histoire de bonheur caché, peut-être pour Phèdre. Il y a une histoire de règne aussi. Ça veut dire qu'elle va devenir peut-être reine. Donc, c'est ça la scène 4. Donc, il y a de la joie et du bonheur pour Phèdre, mais aussi cette histoire de reine qui tourne derrière la tête de Phèdre peut-être. La scène 5, c'est Onon qui saute sur l'opportunité. Puisque je vous ai dit qu'il y a le règne, histoire de reine, ça veut dire qu'il y a possibilité de régner. Et donc c'est normal. Onon, la servante, elle saute sur cette occasion pour dire à Phèdre, comme quoi, voilà, maintenant, il n'y a pas question que tu vas tromper ton mari ou pas tromper ton mari. Il est décédé. Donc, tu pourras aimer qui tu veux et épouser, bien sûr, qui tu veux. Ça, c'est concernant la scène 5 qui va clôturer. Donc, l'acte 1, il tourne autour juste de pas mal de choses. Pourquoi je vous ai dit que vraiment vous êtes au courant de pas mal de choses, de toute l'histoire. Au premier lieu, il y a l'autre qui est amoureux de Aricie. Donc, on comprend qu'est-ce qui se passe. Oh, il ne va pas être amoureux de Phèdre. En deuxième lieu, non seulement il n'est pas amoureux de Phèdre, mais il ne s'inquiète pas quand on en rentre dans la scène de lui dire, annoncer quand même l'état inquiétant de Phèdre. On n'est pas inquiet. Dans la scène 4, on apprend la mort de Thésée, donc il y a toute une machination, une manipulation, des stratégies qui commencent à se mettre en place peut-être. Je ne sais pas moi, parce qu'elle va être peut-être joyeuse, il y aura du bonheur pour Phèdre, puis il y aura même une pensée pour le règne, et ainsi de suite. Et dans la scène 5, pour récapituler encore, Onon est la stratégie, puisque elle commence à dire qu'il y a actuellement plus question d'adultère, donc ça veut dire que tu ne trompes plus ton mari s'il est décédé. Passons maintenant à les sujets. Donc il y a de la compassion, il y a de la stratégie comme je vous ai dit, et il y a un amour inconditionnel, ça veut dire inconditionnel, ça veut dire elle ne pense Phèdre elle ne pensera qu'à son amour et Onon est complice avec elle. Même Onon maintenant, elle commence aussi à penser qu'à ce projet-là de Phèdre, elle veut la sauver, elle veut qu'elle réalise cet amour qu'elle a pour Phèdre. Allez, dans l'acte 1, on a dit la scène 3. La scène 3 fait un aveu. Alors c'est ça le plus important, souvenez-vous que c'est un aveu. La scène 3, c'est un aveu. Elle avoue tout. Qui avoue tout? Phèdre avoue tout
à Onande, sa servante. Elle lui avoue quoi? Eh bien, elle lui avoue ce qui n'est pas normalement avouable. Elle lui dit quelque chose qui relève de l'indicible, qui ne se dit pas. On ne peut pas raconter à quelqu'un je suis amoureuse de mon fils. Même si c'est son beau-fils, ça ne se dit même pas. Tu ne peux même pas, ça ne peut même pas te traverser l'esprit de le dire à quelqu'un. Tu dois le garder pour toi. C'est un projet qui est voué à l'échec, voué à la mort. Tu le dis, tu risques une fin tragique. Tu risques de mourir. On ne peut pas tomber amoureux. Mais et pourtant, c'est un aveu. Elle lâche le morceau, donc elle le dit. Donc pourquoi? Donc dans cette situation-là, vous, téléspectateurs ou bien lecteurs, c'est ça le but de la tragédie, c'est qu'elle vous mette dans une situation de la fatalité qu'on a dit. Ça veut dire on est face à un destin, face à une situation contre laquelle on ne peut rien. On n'y peut rien. C'est un destin. C'est un amour qui est impossible et il restera impossible. Si toutefois tu essaies de le réaliser, ça va finir d'une manière funeste, tragique, par une mort. Donc le téléspectateur, mais ils sont aussi intelligents puisque ils, vous êtes pris, vous ne savez pas, est-ce que je vais avoir pitié de la pauvre Fed parce que la pauvre, elle est amoureuse et n'y peut rien, puisque je vous ai dit dans notre vidéo que elle est victime de quoi, Phèdre? De la vengeance d'un certain Dieu, de la vengeance de, j'ai oublié le nom, je me le rappellerai tout à l'heure, de, de cette vengeance-là, qui, de son grand-père, puisqu'on veut se venger de lui, on va essayer de causer du malheur à tous ses enfants. Et donc, puisqu'elle est la petite fille, donc à chaque fois qu'une de ses filles va tomber amoureuse, elle va souffrir. Sa mère, elle a souffert parce qu'elle a épousé un homme, un taureau, et elle a donné naissance à un homme mi-taureau, mi-humain. Et maintenant, Phèdre, elle la pousse à tomber amoureuse d'une personne qui est impossible à épouser. Donc, pourquoi je vous dis ça? Comme ça, vous vous dites, la pauvre pitié, elle est victime juste d'une vengeance. C'est un Dieu qui la force à aimer quelqu'un qui ne lui revient pas de droit, d'un amour impossible, interdit. Mais en même temps, vous êtes, vous la culpabilisez. Si vous l'innocentez, vous dites la pauvre, elle est innocente parce qu'elle est victime, vous pouvez aussi la culpabiliser parce que vous pouvez dire, mais après tout, c'est une adulte, je suis désolé, elle est coupable. Elle n'a qu'à retenir ses sentiments, elle n'a qu'à retenir ses passions et ses émotions et ne pas tomber amoureuse de quelqu'un qui lui est interdit. En l'occurrence, Hippolyte. Donc, je vous ai dit là, ce sont les deux mots. Retenez ces deux mots, là, juste ces adjectifs-là, parce qu'ils sont importants dans le théâtre classique. Vous êtes pris entre la terreur et la pitié. La terreur parce que vous dites, oh, c'est pas possible, comment on peut être amoureux de son fils? Et en même temps, vous allez dire, oh, pitié, la pauvre, elle n'y peut rien, elle est juste victime et tout ça. D'accord? Les figures du style, bien sûr, vous allez remarquer que dans cette scène 3 il y a de la métaphore. Donc, j'ai pris quelques métaphores pour exprimer à quel point cette force de souffrance est là. Blessure trop vive. Donc, la blessure, elle n'est pas... elle lui accorde quand même une connotation vive. C'est comme si tu la vois, comme si elle est visible. Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette figure de style, la police indette. La police indette, c'est quand on met deux et de suite. C'est pour forcer le caractère de quelque chose. Au lieu de dire la première sans et la deuxième avec i, on essaie de mettre de l'accent, de mettre de la force sur ce qu'on veut dire. Elle veut et le chocolat et la glace. Ça veut dire elle veut les deux. Et ici, il lui dit et transir et brûler. Ça veut dire qu'elle souffre énormément. On met aussi quelques... Ça, je vous parle de l'analyse, hein, que vous pouvez mettre des procédés par lesquels il montre qu'elle est prise entre la terreur et la pitié. Il utilise aussi des temps du genre, des temps par rapport à la conjugaison. On remarque aussi du passé simple avec des rimes. Elle rougit, elle pâlit. Vous allez trouver ça dans les vers de la scène 3. Victime d'amour plus puissant qu'elle, c'est ça ce qu'il veut vraiment montrer. Mais on le met avec du passé simple. Alors, au début, on décrivait avec l'imparfait et d'un seul coup, ch'toum, on vient de vous dire, elle rougit, elle pâlit avec une résonance en i pour mettre la force la puissance de cette souffrance.
Après, il revient avec un imparfait de description. Les yeux envoyaient plus. Euh, les yeux le retrouveraient dans les traits. Donc, même si quand elle ferme, quand elle regarde, quand elle regarde son mari, elle voit Hippolyte dans les yeux, et elle retrouvait son mari dans les traits de ce Hippolyte-là. Ça veut dire, même si elle se force, il essaie de montrer là qu'elle est un petit peu innocente. C'est sur ça que vous allez jouer. Comment ça, innocente? Parce que même quand elle le voit, elle ne peut pas s'empêcher de voir dans cet Hippolyte-là, son mari, ou bien dans l'autre Hippolyte. Ça veut dire même dans les traits de son visage, dans les yeux, elle revoit cet amour-là. Mais aussi, elle souffre par cette façon de dire je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Donc c'est un petit peu pour mettre de l'accent et de la force à sa souffrance et vous poussez-vous à dire mais elle n'y peut rien. La pauvre, elle est prisonnière de cet amour. Et donc vous allez dire elle est innocente, la pauvre, c'est plus fort qu'elle. Il y a aussi la terreur qui est montrée avec un lexique péjoratif. On montre cette terreur-là et comme quoi ça va finir mal et qu'elle est en train de encore de vivre des situations pas très faciles, mais qu'elle est en plein peine, en plein chagrin, avec des mots comme fatal, mort, affligé, incurable, euh, des mots à connotation péjorative pour un petit peu vous schématiser cette souffrance que vit cette culpabilité que vit Phèdre. Pour le commentaire composé, eh ben, je vous ai mis là comme quoi Racine avec l'aveu, je me suis trompé, avec l'aveu de Phèdre, hein, c'est pas l'aveu, l'aveu, V-E-U. L'aveu de Phèdre, il nous plonge dans la terreur et la pitié. Donc vous pouvez expliquer, ou bien vous devez expliquer à travers cette scène-là, que en même temps, il vous pousse à être dans la terreur, vous, spectateurs qui écoutez, comme quoi vous dites, mais elle est coupable, mais elle est monstrueuse cette fille, comment elle peut faire ça? Et en même temps, il vous tire vers un autre extrême, vers la pitié, pour dire, oh la pauvre, elle n'y peut rien, c'est quelque chose qui est plus fort qu'elle, elle est juste victime d'une vengeance, la vengeance de Vénus. C'est Vénus qui est en train de se venger de son grand-père et la vengeance, elle tombe sur elle, mais elle n'y peut rien. Le registre, vous allez dire aussi, donc voilà, donc je vous ai mis un petit peu comment Racine avec l'aveu de Phèdre nous plonge dans la terreur et la pitié. Je vous laisse lire les deux registres. Un registre lyrique au service de la souffrance, ça veut dire quoi lyrique? Ça veut dire que le registre lyrique, ça veut dire lorsque vous écrivez, vous exprimez tout souvent de la tristesse, des sentiments, de l'affect, de la peine. Donc c'est comme ça qu'il utilise ça pour montrer qu'elle est prise entre la terreur et la pitié. Donc avec la terreur, il utilise le registre lyrique, torturé par un amour impossible. Donc en premier lieu, un amour impossible, il le montre, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est plus fort qu'elle. Elle le voit même dans les traits de son visage, elle voit ce Hippolyte-là. Et avec un suicide en vue qu'elle accepte, ça veut dire que la souffrance va jusqu'à... Elle est en train de se condamner à mort à cause de cet amour-là. L'innocence, innocente ou coupable, le deuxième axe, c'est innocente ou coupable. On ne sait pas si il nous met dans une situation, nous, spectateurs, entre l'innocence et la culpabilité. On ne sait pas si on va dire la pauvre, elle est innocente, ou bien on va dire non, elle est coupable. Et ben c'est comme ça qu'on revient à notre problématique du début. Comment Racine, avec l'aveu de Phèdre, nous plonge dans et la terreur et la pitié. On ne sait pas si c'est terrible ce qu'elle est en train de dire, ou on ne sait pas si c'est vraiment, il faut avoir pitié là. Donc le deuxième axe, il rejoint encore cette problématique, puisque voilà qu'il nous met encore entre innocenter et dire que Phèdre est innocente, et entre dire non, Phèdre n'est pas innocente, elle est coupable. Innocente avec spectateur ou lecteur a de la pitié, comme je vous ai dit, vous allez avoir de la pitié, de victime à moi-même, il y a un passage de victime à moi-même, ainsi de suite sur le vers qui montre que la pauvre elle n'y peut rien, qu'elle est victime juste de cette vengeance de Vénus, et coupable, on essaie de vous expliquer que c'est un inceste. On appelle ça un inceste, pas seulement un adultère. Quand tu couches avec quelqu'un de la famille, ton fils, ou bien la fille, ou bien ton père, on appelle ça, c'est un acte incestueux. Donc il nous montre, j'ai conçu pour moi, j'ai oublié le N, pour moi, mon crime dans les traits de son père. Donc voilà, c'est vraiment
le cas de l'inceste, c'est comme si c'est lui, c'est son père, et donc elle couche avec son père. Donc on la culpabilise là, on le dit, mais elle est odieuse, elle est horrible. Comment est-ce qu'elle peut tomber amoureuse de son presque fils, même si bien sûr Thésée, il a fait ce garçon-là avec une autre femme, mais ça, c'est son beau-fils, mais c'est comme son fils, je suis désolé. Donc vous avez envie de la culpabiliser. Voilà, on passe à l'acte 2. L'acte 2, je vous ai fait la même méthode. On va essayer de voir un petit peu les scènes, comment ça se passe en général. Et après, j'ai laissé la scène 5 parce que la scène 5, c'est aussi comme la scène 3 dans l'acte 1. Elle est très longue et elle contient tout l'aveu, toute l'expression de Phèdre pour Onon dans l'acte 1. Ici, elle va s'exprimer, elle va avouer tout à Hippolyte. Donc la première, la scène 3, c'est l'aveu de Phèdre à Onon, sa servante. Mais ici, dans l'acte 1, elle va aller plus loin. Elle va carrément avouer ça à Hippolyte, direct. Elle va lui dire, je suis amoureuse de toi. Même si je suis ton père, ta mère plutôt, je suis amoureuse de toi. Allez. Dans la scène 1, Aricie avance son amour pour Hippolyte. Donc là, ça commence à se montrer. Donc les choses... je voulais dire pas à Hippolyte directement, mais à sa confidente. N'avoue pas son amour pour Hippolyte, mais à sa confidente. Attention, je me suis planté ici. Elle n'avoue pas son amour, elle ne le dit pas directement à Hippolyte, mais elle dit à sa confidente, à elle, Aricie, comme quoi je suis quand même amoureuse de Hippolyte. Bien sûr, Hippolyte pas au courant, pour l'instant. Enfin, pour l'instant. Et, et Hippolyte, il est presque nommé roi. Donc ici, on retrouve deux thèmes faciles. C'est l'amour de Aricie pour Hippolyte, mais aussi l'histoire de reine. Maintenant, comme son père elle a tardé, on commence comment dire, à penser au pouvoir, à penser à devenir roi, puisque son père ne fait pas signe de vie. Ensuite, voilà les sujets. Pour la scène 2, Hippolyte annonce son amour à Aricie et veut la libérer. Pourquoi la libérer? Parce que je vous ai dit dans l'autre vidéo, il faut revenir à l'autre vidéo comme quoi elle est prisonnière. Il veut carrément annoncer, il annonce son amour et il lui dit que je vais la libérer, je vais te libérer plus tôt. Et donc il pense quand même à l'héritage et comme quoi il va devenir roi et il va montrer comme quoi il est gentil, il est super bon cet Hippolyte-là, puisqu'il va laisser une part d'héritage à Phèdre, soit sa belle-mère. Mais attention, là, il pense toujours au pouvoir et il a l'intention de devenir lui roi. Donc il n'est pas question de lâcher le pouvoir. Donc les thèmes, c'est dans la scène 2, c'est toujours l'amour, comme dans la première, c'est l'amour de Aricie pour Hippolyte, mais elle ne le dit pas directement, mais on montre que ça commence à se construire avec du pouvoir d'Hippolyte. Et dans la deuxième scène, maintenant, Hippolyte, lui, par contre, il ne cache pas. Il vient carrément dire à Aricie qu'il l'aime et qu'il veut la libérer. Et en même temps, on montre un petit peu de bonté, comme quoi il est quand même quelqu'un de bon et quelqu'un qui cherche aussi le pouvoir. La scène 3, Aristide déclare sa flamme pour Hippolyte. Enfin, si dans la scène 1, elle ne le dit pas à Hippolyte directement, mais elle le dit simplement à sa confidente, ici dans la scène 3, elle est très simple. Ben, elle déclare carrément sa flamme et elle dit à Hippolyte qu'elle est éprise de lui et que, bien sûr, qu'elle aimerait l'épouser, ainsi de suite. Donc, scène 4, Hippolyte, par contre, s'apprête à partir. Et donc, Phèdre, elle rentre dans la scène 4 et elle lui apprend le décès. Le décès de qui? Vous avez deviné, le décès de son père. D'accord? Donc ici, on acte un petit peu le décès et on commence à voir comme quoi Hippolyte ne peut que sauter de joie puisqu'il peut réaliser son amour qu'il veut. Et il peut bien sûr asseoir son pouvoir et devenir roi et être gentil, soi-disant, avec comment on appelle ça? Avec Phèdre puisqu'il veut lui laisser une petite part d'héritage. La scène 5, je vais vous la détailler tout à l'heure maintenant, vite fait. Et la scène 6, alors là, il tombe de haut. Euh, Pourquoi il tombe de haut? Parce que, attention, Thésée est probablement vivant. Donc tout le projet de Hippolyte, il tombe à l'eau, ou bien il risque de tomber à l'eau. Donc il court, lui, pour creuser ça. Pourquoi? Par souci de son amour pour Aricie, parce qu'il risque de voir tous ses projets tomber à l'eau. Voilà. Alors, on va revenir bien sûr à la scène 5. C'est l'aveu. Phèdre avoue à Hippolyte qu'elle l'aime
et qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Donc c'est la scène dont je vous ai parlé. Si dans l'acte 1, elle avoue, elle fait un aveu à Onon, ici elle fait un aveu à Hippolyte. On remarque quand même le jeu avec maintenant les procédés avec lesquels il procède pour, à travers l'aveu, nous montrer que c'est totalement une tragédie classique. Classique, ça veut dire que vous êtes pris entre la culpabilité et la pitié, et on est dans la fatalité. S'il vous plaît, retenez ce mot. Vous êtes dans la fatalité, ça veut dire que c'est un projet qui ne va que échouer et finir par une tragédie. Parce que c'est comme ça. Le destin a fait en sorte que vous allez vous plier à la, au cours au cours et au cheminement que va prendre cette histoire-là. Vous ne pouvez rien changer. Donc c'est ça ce qu'on appelle fatalité, parce que ça veut dire que quelles que soient les démarches que vous pouvez en prendre, quoi que ce soit la tragédie que vous pouvez mettre, la stratégie pardon, que vous pouvez mettre en place, la fatalité, ça veut dire que ça finira comme ça finira, vous n'y pouvez rien. Et ben c'est ça ce qu'il essaie de nous montrer, parce que c'est toujours comme ça dans les théâtres classiques, on est face à notre destin. Il y a un destin qui va se produire, tu peux faire ce que tu veux, tu peux employer tous les moyens que tu peux, toutes les stratégies que tu peux, tous les trajets que tu peux, ça ne changera rien, le destin arrivera, la tragédie se passera, le décès et la mort de Phèdre arrivera à vous. Point barre. Donc c'est ça, en gros, souvent, les tragédies classiques. Il y a, je le répète encore une fois, vous êtes face à votre fatalité, à votre destin. Comment il le montre? Parce qu'il montre d'abord un amour comme quoi il est sûr et il est fort, puisque avec le je, il dit j'aime, je m'approuve, ça veut dire je souffre pour avoir cet amour-là. Avec le tu, après par la suite, il tue avec vous voyez, tutoyer, intimité, rapprochement. On commence à voir, au début, il le parle d'une manière polie, puis après, chpoum, on arrête la politesse. Phèdre ne parle plus poliment à Hippolyte, elle le traite de égal à égal, ça veut dire elle le considère comme un amant, parce que quand vous êtes amant, vous n'avez pas besoin forcément de vous tutoyer, de vous voyez. Donc du vouvoiement au tutoiement, on montre comme quoi Cèdre va au bout. Elle va au bout, elle montre vraiment son amour pour Hippolyte. On montre aussi, on met en exergue la souffrance, elle est saillante, elle est visible, elle est palpable par des figures du style, en l'occurrence une hyperbole où il dit je m'abrore, délivre l'univers de ce monstre. Donc ça veut dire elle exagère. L'hyperbole, c'est une situation d'exagération qu'on utilise pour montrer à quel point la chose est grandiose et énorme. Donc, je reprends. Donc, d'abord, avec l'aveu, elle commence par je, elle parle de elle, et ensuite, lui, elle le traite avec un vouvoiement pour par la suite le tutoyer. Ça veut dire elle passe direct, elle n'a pas froid aux yeux, elle n'a pas peur, elle lâche tout. Quel que soit le résultat, elle s'en fout. Elle utilise en plus des hyperboles. Je m'aborde, ça veut dire je m'absous, je délivre l'univers de ce monstre qui est en moi, parce qu'elle considère que comme si c'était un monstre qui, qui, qui l'habite, puisqu'elle devient elle monstre, donc c'est comme ça qu'elle se considère. Elle utilise aussi un petit peu de parallélisme, tu me haïssais, je ne t'aimais. Donc vous regardez un petit peu de ce parallélisme, toujours pourquoi? Pour montrer la, 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 le côté insensé, le côté pas logique de cet amour qu'elle éprouve. En même temps, on met les deux extrêmes, le verbe haïr avec le verbe aimer. Le registre pathétique, il est là parce qu'on veut que les téléspectateurs aient pitié quand même d'elle et lui dit la pauvre, elle va droit vers son destin, puisqu'on utilise des mots comme tremblante, supplice. Donc ce sont des mots qui parlent de châtiment, de souffrance, pour que vous puissiez avoir pitié d'elle. Et toujours dans le théâtre classique, il y a une fin toujours tragique, ça veut dire que ça finit par un décès. Il y a des chants lexicaux, bien il y a la famille de mots de la mort, comme fatal, feu, foi, amour,
Donc, on remarque qu'il y a de la profondeur, mais il y a aussi, surtout, fatal et feu, ce sont des mots qui relèvent de la tragédie. Ça veut dire que ça n'annonce pas quelque chose de beau. Il y a le lexique de la souffrance qui est très, très visible. Je le répète ici, feu, fureur, feu fatal. Donc, on remet une couche sur la souffrance pour que le spectateur dit, bah, visiblement, ça va finir par une tragédie, tout ça. Au vu de tout ce qui est dit dans l'acte 3, ça ne peut finir que d'une manière fatale. Voilà, il y a aussi les lexiques, le ton des verbes que vous pouvez utiliser, des ponctuations. Vous pouvez dire il met une virgule ici, il met un point, il revient à la ligne pour pouvoir mettre l'accent sur quelque chose, et ainsi de suite. Moi, je vous ai donné juste quelques petits exemples. Voilà. Donc, pour le commentaire composé, moi j'ai choisi pour ça ici, vous pouvez dire tout simplement, c'est facile, hein, l'acte 3, puisqu'il y a un aveu de Phèdre à Hippolyte, donc vous dites tout simplement comment, avec l'aveu de Phèdre pour Hippolyte, il nous montre qu'on est totalement dans une tragédie classique. Vous n'expliquez rien, vous dites juste dans une tragédie classique. Ça veut dire quoi? Il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a du châtiment, et comme je vous ai dit tout à l'heure, quoi? Qu'on est face à une fatalité. Et ça veut dire face à un destin inexorable. Ça veut dire un destin indiscutable. Il va se produire, la tragédie va arriver à la fin puisqu'il y aura une mort. D'abord, vous commencez par, il y a un axe que vous pouvez dire, il nous montre ça. D'abord, on va voir avec l'aveu, le rôle que joue l'aveu. Il y a un aveu franc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un jeu, puis après je passe à te tutoyer, carrément, je te parle franchement, avec un discours, avec tu. Je n'hésite pas. Il y a une souffrance exacerbée, euh, puisque dans cet acte-là, Hippolyte, il la rejette, il refuse bien sûr cet amour-là. Donc, ça fait quoi ça? Ça ne fait que faire souffrir encore plus. Et donc, dans les tragédies classiques, bonjour la souffrance. Vous n'avez que de la souffrance, bien sûr. Un amour incestueux est impossible, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque c'est son beau-fils. Elle montre comme quoi, là, c'est impossible. Un amour, je sais que c'est un amour impossible, puisqu'elle dit que vous vous délivre de ce monstre qui est en moi. Ça veut dire que je suis moi carrément devenu un monstre. Et la troisième axe, donc vous choisissez des axes que vous voulez, les sous-axes plutôt, sauf si on vous demande trois. Le jugement finesse, il y a un jugement finesse parce que c'est comme un plaidoyer. Ça veut dire que la parole que prend que prend Phèdre devant Hippolyte, ça veut dire, elle lui dit, ouais, je suis coupable, je suis un monstre, je sais que je ne peux pas, mais c'est plus fort que moi, je sais ce qui m'attend, la mort, mais je ne peux pas, je t'aime. Et malgré qu'il y a une mort, comme je vous ai mis en petit b, une mort obligatoire à la fin. Voilà, je sais que c'est trop imbriqué tout ça, donc je vous laisse le temps de réfléchir un petit peu, de revoir la vidéo tranquillement pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais voilà un petit peu l'acte 1, vous avez quand même quelques personnages, pas mal de protagonistes, vous savez de quoi il en retourne. Euh, pour l'acte 2, comme je vous ai dit, il y a l'annonce de l'amour de Aricie. Au début, elle ne lui dit pas, elle le dit à une servante, puis par la suite, elle le lui dit. Euh, non, lui d'abord, après il le lui dit, et ce n'est que par la suite. C'est très joli ça, vous pouvez retenir ça. L'acte 2, au début, Aricie dit son amour à quelqu'un d'autre, elle n'ose pas le dire à Hippolyte. Mais Hippolyte, dans la scène 2, il vient lui dire son amour. Dans la scène 3, c'est Aricie maintenant qui lui dit moi aussi je t'aime. Et dans la scène 4, Hippolyte s'apprête à partir, quand je vous ai dit, quand on apprend la scène 4, la mort de son père. Mais la scène 5, c'est celle-là dont je vous ai dit, c'est là la plus longue. Elle avoue son amour pour Phèdre. Et la cerise sur le gâteau pour Hippolyte, c'est qu'il entend tout ça. Et par la suite, dans la scène 6, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend comme quoi son père n'est pas mort. Donc non seulement il apprend l'amour d'Hippolyte, de Phèdre, l'amour de Phèdre pour lui, mais il apprend aussi que son père n'est pas décédé. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite, je suis désolé, je sais que j'ai été trop rapide, c'est pour éviter de faire des vidéos trop longues. Donc je suis désolé, j'avais en plus un débit rapide.
Je vous souhaite bon courage. Si vous appréciez, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur cet acte 1 et acte 2, je vous répondrai. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, à me mettre un abonnement, mais aussi à partager, s'il vous plaît, partagez. Si vous appréciez la vidéo, au moins partagez-la avec d'autres personnes. Merci, je croise les doigts pour vous et je vous dis bon courage. Bye bye.